Donc nous allons passer la parole à Reza. Donc j'en avais demandé un, j'en ai reçu 3. Je suis quand même content. Hein. Donc c'est monsieur Maniscalco qui va commencer la présentation. Bien, bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on participe à ce genre de réunion. Ça permet de présenter Reza et notamment les difficultés auxquelles on est confronté, tout comme les autres GRD. Donc Reza, en quelques chiffres, c'est 73 communes associées, 39 qui sont en électricité et gaz, 15 en électricité et 19 en gaz. On a un siège administratif au boulevard d'Avoie à Liège et des centres d'exploitation. On en a 7 et on est 930 employés dans la société. Alors, le rôle de Reza en tant que GRD et acteur de l'énergie. Reza, on est responsable de la gestion des réseaux de distribution électricité et gaz et aussi en matière de maintenance sur l'éclairage public. Éclairage public qui appartient aux communes, donc c'est pas une propriété à nous. C'est un acteur public aussi incontournable de la transition énergétique, avec toutes les demandes aujourd'hui qui sont avec les énergies renouvelables et tout ce qui est consommation autre qu'il y a quelques années. On joue un rôle de facilitateur de marché, c'est-à-dire qu'on est responsable de tous les index qu'on envoie au niveau des fournisseurs. Donc, comme monsieur l'a dit, on n'est plus fournisseur d'énergie depuis la libéralisation, mais on a quand même un quatrième rôle qui est justement la fourniture sociale pour des clients protégés ou des compteurs à budget. Donc là, c'est encore une petite partie de fourniture que Reza assure. L'évolution du GRD, qu'avant, c'était très simple. On avait un producteur, Electrabel, qui est avec le nucléaire, le transporteur, qui est Elia, un poste de transformation qui fait vraiment la frontière entre Reza et Elia, entre la haute tension et la moyenne tension chez nous. Et ensuite, la basse tension chez le client avec les raccordements. Aujourd'hui, on voit que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il y a beaucoup plus d'intrants que simplement une production faite par Electrabel. Donc on produit de l'électricité, donc il y a toujours la partie nucléaire, mais vient s'ajouter dans toute la partie du réseau de distribution tout ce qui est énergie éolienne, les stockages d'énergie, tout ce qui est gestion active du réseau qui est à mettre en œuvre pour pouvoir gérer tous les intrants et les sortants. Au niveau de la basse tension, c'est-à-dire dans les raccordements clients, ça a changé énormément aussi. Donc on se retrouve avec des énergies renouvelables pour la plupart du temps du photovoltaïque, mais avec des consommations autres qu'il y a quelques années, donc tout ce qui est voiture électrique, avec les pompes à chaleur, et avoir la possibilité aussi de gérer tout ce qui est un stockage d'énergie. Reza a quelques chiffres, donc si vous devez retenir que quelques chiffres, retenez ceux-là, parce qu'il y a entre l'électricité et le gaz, vous verrez qu'il y a quelque chose d'assez choquant. 12 400 km de réseau électrique, partagé entre de l'électricité basse tension et de la moyenne tension. En quelques chiffres aussi, on a 136 000 points lumineux dont on assure la maintenance. Et donc on a plus ou moins 463 000 points de fourniture de consommateurs de EAN pour plus ou moins 3 millions de mégawattheures qui sont appelés sur le réseau électrique. Donc 12 400 km avec 3 millions de mégawattheures. On a 85 000 prosumeurs, plus ou moins, sur les 462 000, donc ça fait plus ou moins, je dirais, une vingtaine de pourcents. Donc il y a tout ce qui est ville et tout ça sont souvent moins adaptés à être prosumeurs de par certaines difficultés ou par des partages des immeubles à appartements. On en retrouve beaucoup plus, les pourcentages sont beaucoup plus élevés, par exemple en SB ou en tout cas dans des campagnes rurales. Là, vous voyez, on a 4200 km de réseau gaz qu'on gère. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a 5 millions de mégawattheures qui sont essentiellement assurés pour du chauffage de bâtiments. Donc, aujourd'hui, dans les prédictions qui avaient été faites de se passer du gaz, aujourd'hui, il y aura quand même 5 millions de mégawattheures à faire passer
que ce soit par le réseau électrique ou par n'importe quoi d'autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à se passer du gaz. Malgré les chiffres avancés, je pense que de toute manière, ça va être un petit peu reporté dans le temps de quelques années. Oui. Donc voilà, un chiffre d'éclairage public aussi, bon, c'est simplement pour de l'information. Donc les 136 000 points lumineux, ben, on est à plus ou moins un peu moins de 26 000 mégawattheures. Pardon. Donc en 2022, on était à 34 000. Il faut savoir qu'on vient de plus ou moins 45-50. Donc on a quasiment divisé par deux le fait d'avoir remplacé tout en LED. Donc on termine les quelques dernières communes dans ces mois-ci et tout sera remplacé. Donc le déploiement du LED, on était ici, bon, le graphe doit être un peu actualisé, donc on est plutôt aux alentours de 90-92%. Voilà, pour les problèmes de tension, je vais passer la main à mon collègue Raphaël Leblanc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait peut-être des questions sur cette partie ici? Pardon? Ah, la taxe prosumeur, je dirais que c'est une taxe qui a été imposée pour justement... c'est l'utilisation du réseau comme une batterie. L'utilisation du réseau, oui, tout à fait, qui est... Et le prosumeur, c'est le mix entre producteurs et consommateurs ensemble. Voilà. Tout le monde est prosumeur en fait. Dès on met des panneaux, on devient un prosumeur. Qu'on injecte ou qu'on n'injecte pas. Pardon, je sais pas si... C'est bien ça. Elle est égale à la taille de votre onduleur. Donc si vous avez un onduleur de 5000 watts, c'est 5 fois un montant précis, je crois que c'est 78 € par an. Voilà. Ou 85, pardon. Elle ne fluctue pas. Elle pourrait fluctuer si... Pardon. J'avance un petit peu sur l'exposé que je vais vous faire, mais il y a moyen de la réduire en consommant différemment. Donc ça, on vous l'expliquera un peu plus tard. Ça va pour je vais regarder s'il faut passer la vidéo à un moment. Ça va. Donc voilà, bonsoir à tous. Donc je suis Raphaël Leblanc. Je vais vous parler des problèmes de tension. Donc il faut savoir que depuis 2022, plus ou moins, on a doublé les prosumeurs, donc les détenteurs de panneaux photovoltaïques. Avec cela, ben, évidemment, les plaintes sont arrivées et ont fortement évolué sur notre réseau. Il faut savoir que donc au début, on a travaillé donc avec les plaintes qui arrivaient. Maintenant, on a facilité le parcours client et on a mis en place. Donc, il faut savoir une chose déjà, c'est que tous ceux qui ont des problèmes de tension, donc de décrochage, il faut absolument qu'ils déposent une plainte à problème.tension@tresa.be. C'est comme ça que nous, on peut enfin réagir et adapter le réseau si c'est nécessaire. Donc voilà, donc en fait c'est problème.tension@resa.be. Donc c'est vraiment cette adresse-là sur laquelle il faut écrire lorsque vous avez des problèmes avec vos panneaux photovoltaïques, quels que soient les problèmes, hein, que ce soit si vous avez des surtensions ou des problèmes de décrochage. Alors voilà, vous avez un petit formulaire à remplir, ça se trouve sur notre site internet. Aussi, c'est une deuxième manière de pouvoir déclarer vos problèmes de décrochage. Alors, nous avons mis en place parcours client. Donc comment est-ce que ça se passe ? Lorsque les personnes déclarent leur panne de décrochage, la première chose qu'on demande, c'est est-ce que vous avez un compteur communicant ? Si vous n'avez pas un compteur communicant, on ne s'occupe pas de la panne. Pourquoi ? Parce que le compteur communicant, c'est le stéthoscope du médecin pour le réseau. Donc nous, grâce au compteur communicant, on va pouvoir analyser notre réseau et on va pouvoir agir directement sur celui-ci pour améliorer votre confort, en tout cas le fonctionnement de vos installations, et voir où le problème est. Par exemple, ici, donc, lorsqu'on a reçu la panne, on analyse le réseau et
En général, on a du réseau triphasé. Les consommateurs sont en général en monophasé. Donc, simplement le changement de phase peut faire en sorte que vous ne décrochiez plus. Ça, c'est la solution la plus facile. Par contre, si grâce au compteur communicant, on peut voir aussi si le problème vient ailleurs et on peut directement alors faire des projets d'investissement, mais ça, ça pourra causer plus de problèmes parce que ça prendra plus de temps. Parce qu'il y aura des travaux en voirie et il y aura des travaux au niveau des cabines réseau. Voilà, donc en ce qui concerne les plaques de tension, j'ai fini mon petit exposé. Si vous avez des questions. Qui a des questions? Est-ce que le compteur communicant communique effectivement? Moi, j'ai un remplacement de compteur ordinaire par un communicant. Il a fallu des mois pour que ça se résolve. 5 ou 6 coups de fil par semaine et de grandes difficultés. Oui, bien sûr. Vous parlez d'un problème de communication du compteur? Je parle d'un problème que j'ai changé de fournisseur après avoir pris le compteur communicant et le fournisseur n'avait pas les Les index. bons index. Ok. En fait, les compteurs, donc on a forcément, quand on place des milliers de compteurs, c'est ce qu'on va vous expliquer ici maintenant, on a un taux de compteurs sur lequel il y a des difficultés de communication. Mais il est très très bas, il est ordre de mémoire de 1%, et malheureusement vous avez eu le cas, mais c'est assez rare. Oui, ce qui est dommage, c'est que la réponse de Reza a été très difficile et très lente, plusieurs mois. Ok. Et maintenant vous avez un compteur qui communique ou bien? Non, oui. Ok. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi. Comment est-ce que je peux constater un décrochage? Je ne vais pas rester nécessairement devant mon moduleur. Si vous permettez, je vais présenter le compteur communicant et vous aurez les éléments. Ok, on va aller dans la présentation, il y aura certainement d'autres questions après. Bon, personnellement, j'ai la chance d'avoir une vidéo pour introduire mon sujet. Je vous laisse en compagnie de Renaud Rutten. Pour installer le nouveau compteur. Ne vends pas chez moi. On n'a pas reçu les autorisations. Si vous avez reçu un courrier de chez Reza, pareil pour les sous-traitants d'ailleurs. Non, t'as fait quelque chose, toi. T'inquiète, laisse-moi faire ton travail. De toute façon, il faut changer les compteurs. Entrez, ici. Doucement. Hé, je tiens l'œil, hein. Tous tes bavards sont plutôt intelligents, là. Ils sont pas plus intelligents que moi, hein. Voilà, c'est ça, Nico. Je suis certain que c'est bourré d'électronique et de d'inaptitude, ton bavard. Et je sais bien pourquoi, hein. Ça, c'est pour m'observer, hein. Pour m'espionner avec ma femme, José et moi, hein. Je vous rassure, monsieur, c'est juste pour permettre une meilleure gestion du réseau et de vos consommations. Vous verrez, c'est très pratique. Ça, c'est l'œil de Moscou, ça. De Moscou. De quoi, dit? On dit l'œil de Moscou. Viens pas prendre Moscou, rien à voir, toi. Oui, monsieur. Celui-ci, il a le droit de mort. Une fois qu'on lui a bien tout expliqué, il a bien tout compris. Après, il est libre comme un ami. C'est juste. Et j'ai tout compris à ton bavard, hein. Et d'ailleurs, pour te remercier, tu vas manger du goût. Vous êtes bien aimable, monsieur. On va pas mal de trucs à faire. En plus, j'ai pris la tartine. Tu vois? Je te dis que tu vas manger tout. Maman, fais pas poter tout pour ne pas être mangé des mouches oreilles. Allez. Oui, non, pas. C'est de laquelle? Ne t'inquiète. Merci. Alors, voilà, maintenant on peut entrer un petit peu dans le sujet sur les compteurs communicants. Donc, vous avez eu cette belle introduction. En fait, Reza vient de commencer un déploiement massif des compteurs communicants. On voit ici sur le graphique un petit peu la montée en puissance du nombre de compteurs qu'on va placer par an.
Oui, donc on voit 2025 plus ou moins au milieu, et vous voyez que ça monte de manière très très forte. L'objectif est de remplacer tous les compteurs pour 2030. Donc ceux qui n'ont pas encore de compteur communicant, vous allez recevoir un petit courrier de RESA pour faire le travail. Et hop là. Dans le document qu'on avait envoyé aux gens, en Oui. fait, ici dans la salle, il y a 70% des gens qui n'ont pas de compteur communicant. Ah ben voilà, ok. Ça veut dire 30%, ce qui est pas mal déjà, c'est plus que la moyenne, hein, puisqu'on a vu qu'on a à peu près 20% de compteurs communicants sur le terrain. Donc quelques mots par rapport aux avantages du compteur communicant pour le client. Si on part en haut, la petite maison bleue, le compteur il a pour vocation d'envoyer les index de manière automatique vers RESA, et RESA l'envoie vers votre fournisseur pour gérer vos factures. Mais donc ça permet également, ça vous permet de suivre la consommation sur le compteur. On a d'ailleurs sur le site RESA une petite appli qui s'appelle MyRESA sur laquelle vous pouvez vous connecter et lire les informations qui reviennent du compteur. Donc ça, c'est une première manière de le faire. Ça facilite les interventions à distance puisque ce compteur étant communicant, il va dans les deux sens. RESA peut également, je dirais, faire quelques actions sur le compteur, des mises à jour, des ouvertures, ce genre de choses. Au niveau des prosumers, avoir une vue claire sur le prélèvement et l'injection. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent par rapport aux anciens compteurs mécaniques? L'ancien compteur mécanique, c'est celui où on voit la roulette qui va dans un sens et la roulette qui va dans l'autre. En fait, vous avez deux index sur le compteur communicant, alors que sur l'ancien compteur, vous n'en avez qu'un. Donc, quand vous préleviez du courant sur le réseau, la roulette tourne dans un sens. Quand vous injectez, elle tourne dans l'autre sens et l'index est décompté. Mais vous ne savez pas exactement combien vous avez injecté. Vous savez juste faire la différence entre les deux. Ici, dans le compteur communicant, vous avez les deux registres, donc les deux valeurs, ce que vous prélevez et ce que vous injectez. C'est un compteur qui est également compatible pour faire tout ce qui est prépaiement. Donc c'est une facilité également de pouvoir recharger son compteur à distance. Il y a de nouveaux services qui arrivent également et qui sont, je dirais, nécessairement passent par le compteur communicant. On parle de partage d'énergie, on parle de flexibilité. On est sur des sujets un peu plus techniques. Je pourrais répondre éventuellement à des questions par rapport à ça. Et vous pouvez aussi vous adapter sur le plan tarifaire, que ce soit monoraire ou bi-horaire. On va en parler un peu plus loin. Alors, c'est des avantages pour vous, mais c'est également des avantages pour RESA. Parce que bon, c'est une opération qui coûte évidemment beaucoup d'argent de changer tous les compteurs et on doit le faire pour certaines raisons. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? D'abord, ce compteur donne une indication, mon collègue vous l'a expliqué, sur la qualité du réseau, la qualité de la tension qui est dans votre immeuble et dans la rue a fortiori. Et donc ça nous permet de mesurer en temps réel, je dirais, le niveau de tension qui est chez vous. Donc ça permet de mieux cibler les investissements, puisque en fait, les problèmes de perturbation qu'on a sur le réseau, certains d'entre vous vivent peut-être des décrochages, mais d'une manière plus générale, on a les mêmes problèmes sur le réseau moyenne tension, parce que les flux d'énergie sont copieux maintenant, on en reparlera également. Eh bien, ça veut dire que RESA, pour, je dirais, solutionner les problèmes, doit investir. On investit par exemple localement chez vous sur une cabine, mais ça peut être un investissement plus large pour déposer des nouveaux câbles ou ce genre de choses. Donc, ce compteur nous permet de savoir où il est financièrement le plus utile d'investir. Donc nous pouvons faire des interventions également, accélérer la transition énergétique, c'est lié un petit peu aux investissements, lutter contre la précarité énergétique pour les personnes qui ont des difficultés de paiement et gagner en efficience. Donc ce compteur est très utile. Alors on a déposé quelques brochures sur les tables qui sont ici à l'extérieur qui vous expliquent, pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient avoir un peu plus de détails par rapport à ce compteur, les questions principales qui tournent autour de ce compteur. Donc voilà le contenu du formulaire. On y traite sur notamment quelles sont les données utilisées par RESA pour le compteur digital. On parle des index, forcément. Est-ce que les données peuvent être piratées? Alors, ces données on peut pirater un petit peu tout ce qu'on veut, mais ici, il s'agit d'index. Bien sûr, les informations sont chiffrées, elles ne sont pas reliées directement. C'est ces données qui sont très peu sensibles, en fait, donc ce n'est pas vraiment un problème.
L'installation du compteur digital est-elle gratuite? Oui, jusqu'en 2030, effectivement. L'intervention de RESA serait gratuite pour vous, pour autant que vous ne demandez pas autre chose. Si vous demandez une augmentation de puissance ou un déplacement du compteur, là on sort du cadre du remplacement systématique. J'ai le sentiment que je vais consommer et payer plus avec un compteur digital. Est-ce vraiment le cas? Pas du tout, il compte comme un compteur normal, comme les anciens compteurs, on va dire, et avec cette possibilité de voir les deux registres. Puis-je encore déduire les injections de mon prélèvement? Oui, tout à fait. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes prosumer que vous voyez votre compteur qui tourne à l'envers. Ici, avec le compteur digital, vous allez pouvoir voir également en direct les kilowattheures qui passent dans ce que vous injectez sur le réseau. Et donc, vous pourrez les mesurer quotidiennement ou au mois par mois. On dit que le compteur permet de réduire le tarif prosumer. Est-ce vrai? Là, je vais répondre à votre question, madame, tout à l'heure, où vous me posiez de cette redevance prosumer. En fait, cette redevance, elle est là pour, je dirais, financer le fait que vous utilisez le réseau comme une batterie. Donc actuellement, et jusqu'en 2030, en Wallonie, on a cette grande chance de pouvoir injecter sur le réseau, en tout cas pour les personnes qui ont fait des installations avant 2024. Donc ça vous économise finalement l'achat d'une batterie pour je dirais les fluctuations été-hiver. Je ne parle pas de fluctuations quotidiennes, ça c'est encore un autre point. Mais ça veut dire que ce que vous injectez sur le réseau, vous pouvez le récupérer à un autre moment. La redevance prosumer est donc là pour financer ça, puisque vous utilisez quelque part le réseau, et donc c'est une utilisation qui est rémunérée. Par contre, pour la réduire, en fait, là, je pense que vous allez pouvoir l'expliquer aussi après dans votre situation, mais l'intérêt, c'est de pouvoir autoconsommer. Donc en fait, plus vous autoconsommez, moins vous payez de redevance prosumer. Donc à la fin de l'exercice, à la fin de l'année, quand vous recevez votre facture, si vous avez beaucoup autoconsommé, la redevance est réduite d'autant. Par contre, si vous n'avez rien du tout, rien autoconsommé, on va dire, ou en tout cas pas suffisamment, alors on est sur la taxe forfaitaire. La redevance, en fait, est toujours appliquée. C'est la redevance la moins chère qui vous est appliquée. Donc je dirais les bons élèves, ceux qui autoconsomment, ceux qui organisent un petit peu les charges chez eux, par exemple recharger un boiler sur le temps de midi, c'est parfait, charger une batterie sur le temps de midi, c'est très bien aussi, ou une voiture, et bien là vous autoconsommez beaucoup et votre redevance prosumer se réduit chaque fois. Il y a encore une dernière question, je pense. Le compteur digital peut-il être installé à tout moment de l'année sans perte de compensation? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai chez RESA, en tout cas. Donc si vous installez le compteur digital, tout ce que vous avez, je dirais, produit et qui est stocké dans le registre de l'ancien compteur, vous est recopié dans votre fiche votre fiche client, et vous ne perdez pas. Je crois qu'il n'y en a plus. De toute façon, la brochure est dehors et vous pouvez bien sûr... nous, ça, on peut passer, je l'ai expliqué. Donc voilà. Alors, un point important également sur ce compteur digital, c'est qu'il vous permet de communiquer aussi. Il vous communique des informations et vous pouvez les utiliser pour améliorer la consommation chez vous, ou en tout cas surveiller ce qui se passe sur votre installation électrique. Donc on a vu au niveau tarifaire que c'était intéressant de bien comprendre comment on vivait, comment on consommait chez soi. Et donc en fait, vous voyez dans le compteur, il y a une petite fiche, ça ressemble à une ancienne fiche téléphone, sur laquelle vous pouvez connecter un appareil. Il y a toutes sortes d'appareils qu'on peut connecter, simplement lire ou peut-être même piloter certaines charges. Et donc ce port P1, en fait, c'est ainsi qu'il s'appelle, vous donne toutes ces données de comptage, de tension, et donc ça vous permet, en connectant un appareil intelligent derrière, de pouvoir piloter des charges. Vous avez sur le site qui s'appelle maconso-sous-la-loupe.be toute une série d'appareils qui sont connectables sur ce compteur. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, vous pouvez voir, je dirais, en fonction des appareils. Il y en a qui coûtent très, très bon marché et d'autres qui sont un peu plus élaborés. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Okay. Alors, quelques mots sur le nouveau tarif qui est appliqué depuis le 1er janvier 2026. Donc, on vous a parlé tout à l'heure du tarif fournisseur.
faut savoir que le montant de votre facture est divisé en plusieurs parties. Donc vous avez le tarif de l'énergie, proprement dit, la partie gauche, la partie en vert clair, c'est ce que Didier vous a expliqué tout à l'heure. Donc c'est la partie vraiment, le coût de l'énergie que vous utilisez. Vous avez une partie de la facture qui concerne le transport et la production de l'énergie. Donc ça, c'est le transporteur Elia qui amène l'énergie un petit peu partout en Belgique. C'est comme ça que vous le rémunérez. Vous avez 20% de taxes et vous avez la partie distribution. Donc la partie distribution, c'est ce que vous voyez chez vous. Hein, c'est votre compteur, c'est l'armoire qui est devant votre maison, c'est les câbles qui passent devant votre façade, c'est les camions de Tresa qui circulent. C'est ça qui est couvert par ce prix. Alors, on vous a parlé tout à l'heure des tarifs dynamiques. Hein, donc, on voit contrat fournisseur à gauche, il y a des tarifs fixes, des tarifs variables, il y a le flex time qui arrive et les dynamiques. Côté distribution, il y a une modification également. On a vu apparaître ici, au 1er janvier, un nouveau tarif qui s'appelle Impact. On va en dire quelques mots. Et également le tarif bi-horaire que tout le monde connaît, mais qui a un petit peu changé au niveau de sa configuration. Donc ça, c'est les contrats de fournisseurs, je viens d'en parler ici. Moi, j'ai plutôt m'attacher au tarif de distribution, puisque forcément, c'est notre métier. Et donc, certains d'entre vous ont vu peut-être passer ces affiches qui ont été, je dirais, envoyées un petit peu partout fin de l'année dernière pour expliquer ce qui changeait. Et donc, on parle de démarrer un lave-vaisselle après 22 heures ou bien d'une machine à laver à 11 heures. En fait, d'une manière plus je dirais, pragmatique, voilà à quoi ça correspond. Donc, sur ce slide qui est un petit peu compliqué, mais ça vaut la peine de s'y attarder pour bien le comprendre, on voit les 3 tarifs de distribution. Donc, en fait, vous avez le mono-horaire que tout le monde connaît, je pense, puisque c'est celui qu'on utilise depuis des années et il n'a pas changé. Donc, c'est la partie orange foncé. Le tarif mono-horaire, vous voyez, heure par heure, on décompose ici une journée de 0 heure à 24 heures. Le tarif est le même, c'est 11 centimes par kilowattheure, quel que soit le moment de la journée. Donc ça, c'est le plus simple, on va dire. Et puis, on a le bi-horaire. Le bi-horaire, pour ceux qui le connaissent ou qui le connaissaient, il démarrait à 22 heures environ, tous les soirs, et il s'arrêtait à 7 heures du matin. Donc, tarif de nuit, en fait. Hein. On pouvait consommer la nuit, ça coûtait moins cher. C'est ça qui a changé, en fait. On n'a plus exactement cette même configuration, elle a un peu changé. Tout d'abord, elle ne varie plus sur la semaine. Donc avant, on avait le tarif de nuit le week-end, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le même tarif que ce soit lundi, le mardi, le samedi ou le dimanche. On a cette ligne bleu clair et bleu foncé. C'est la même. Mais par contre, vous voyez qu'on a ajouté en bleu clair de 11h à 17h toute une série d'heures creuses. Donc en fait, ça correspond à l'ancien tarif nuit que vous avez maintenant de jour. Vous avez ce tarif-là qui est préférentiel, 7 centimes d'euros par kilowattheure en heure creuse au lieu de 13 centimes en heure pleine. Pourquoi est-ce que ça a été placé ? En fait, on l'a expliqué tout à l'heure, le métier de transport et de distribution a bien changé puisqu'on injecte énormément de renouvelables sur le réseau électrique. Et ça perturbe tant le réseau basse tension qui est chez vous que le réseau moyenne tension. Et donc, quelque part, ça crée des pics. On a vu également tout à l'heure dans la présentation de Didier les 2 pics qui étaient, je dirais, à 7 h du matin et à 17 h. Finalement, on les retrouve là. Hein. Vous voyez qu'à 7 h du matin et à 17 h, on a des moments où on n'a pas envie d'avoir trop de pics sur le réseau, pas trop de prélèvements. Et donc, ces heures-là sont un peu plus chères. Enfin, elles sont plus chères. Et donc, en fait, par rapport à l'ancienne situation, on a pu colorier en bleu clair ici, de 11 h du matin à 17 h, pour avoir un tarif préférentiel, ce qui n'existait pas avant. Donc, le nombre d'heures bon marché, entre guillemets, est plus élevé maintenant que l'année dernière, et historiquement. Et donc, ça vous permet, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, de consommer à 11 h, de démarrer une machine ou un lave-vaisselle, de démarrer un boiler, de charger une voiture électrique, de démarrer une pompe à chaleur. Enfin, il y a plusieurs appareils chez nous qu'on peut utiliser pour consommer aux heures bon marché et faciliter aussi la transition énergétique, c'est-à-dire réduire ces pics de consommation sur le réseau.
Et donc voilà, c'est une nouvelle manière de consommer. Moi, je pense qu'elle est très intéressante, tant pour le public que pour le réseau. C'est vraiment du win-win, cette manière de consommer. Je termine le slide et puis je réponds à votre question, si ça va. Donc voilà comment est devenu ce qu'est devenu le biohoraire. Et puis alors maintenant, on a le tarif impact qui est une variante du premier, on va dire. Il vous donne également des heures, des heures creuses, donc des heures économiques. Elles sont encore moins chères pendant la nuit. Sauf qu'au lieu de démarrer à 10h, elle démarre à 1h du matin, donc c'est un peu plus tard. Les heures pleines sont les mêmes que le tarif biohoraire. Et alors on a un tarif économique qui est encore plus intéressant pendant que les panneaux solaires fonctionnent. De 11h à 17h, c'est vraiment le moment de la journée où tous ceux qui ont des panneaux solaires fonctionnent. Et bien donc c'est le moment de consommer aussi. Et un tarif de début de soirée là, qui est un peu plus cher. Donc le tarif impact, ça vous pouvez le demander. Il faut un compteur communicant obligatoirement pour pouvoir en bénéficier. Et surtout, avoir la possibilité de gérer vos charges chez vous. Si vous ne savez pas le faire et que vous consommez tout dans la période de 17h à 22h, ce n'est pas forcément intéressant. Donc 3 tarifs différents, ils sont là parce que à la maison, on consomme tous de manière différente. On n'a pas, tout le monde n'a pas du chauffage électrique, tout le monde n'a pas des boileurs électriques, tout le monde n'a pas une voiture, n'a pas une batterie. Ceux qui en ont peuvent le faire, mais peut-être ne sont-ils pas là, peut-être font-ils du télétravail. Donc voilà, c'est vraiment de l'individu qui doit choisir en fonction des possibilités qu'il a. Il y avait une question tout à l'heure ?